plateforme Jeunes et Ambitieux, la tribune des jeunes Africains qui ont plein de rêves pour leur carrière professionnelle et qui se retrouvent chaque mois pour discuter, partager leurs expériences et leurs découvertes. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur cette plateforme et cela nous motive à continuer. Si vous aviez des questions, des préoccupations, vous pouvez nous les exposer en laissant des commentaires ou des messages sur nos pages LinkedIn, Facebook ou la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi nous encourager davantage en nous mettant des likes et en partageant nos publications avec vos amis. Aujourd'hui, nous repartons sur un nouvel épisode avec un invité spécial, un exemple à suivre pour notre génération. Il a débuté tout petit, mais aujourd'hui il joue dans la cour des grands. Notre invité est un jeune cadre dynamique de la Banque mondiale. Bonjour Michel. Bonjour. C'est un réel plaisir de t'accueillir aujourd'hui sur la plateforme Jeunes et Ambitieux pour échanger avec toi sur quelques aspects de ton parcours, éventuellement pour pouvoir inspirer les plus jeunes et également les montrer ce qu'il y a comme solution pour pouvoir affronter ce monde professionnel-là. Donc sur ce, je m'en vais te demander de te présenter à cette communauté-là. Comment est-ce que tu te présentes, qui tu es, qu'est-ce que tu fais comme spécialité, dans quel pays est-ce que tu résides? Ok, merci. Donc, moi, c'est Akatano Michel. Je réside en fait à Washington, qui est aux États-Unis. Et j'ai une formation de statisticien économiste de l'École nationale supérieure des statistiques et d'économie appliquée d'Abidjan. Mais dans le monde professionnel, je travaille beaucoup plus sur les questions de suivi et évaluation pour des secteurs spécifiques dans le développement rural et avec un accent particulier sur l'agriculture. Donc, juste une brève, certaines fois, certaines personnes ne comprennent pas comment est-ce qu'un économiste peut travailler sur le suivi et évaluation, mais il y a vraiment certains pans du suivi et évaluation, tels que le calcul des coûts et bénéfices, par exemple, qui sont des choses très techniques, qui sont généralement faisables que par des personnes qui ont une forte capacité quantitative ou des personnes qui ont une formation euh, d'économiste. Donc, c'est en plus d'apprendre le métier de suivi et évaluation, c'est quelque chose, euh, c'est un atout en fait pour un économiste d'avoir ces capacités-là qui sont euh, enseignées dans les filières statistiques et économiques des grandes écoles de commerce et de gestion publique. Et donc, je travaille actuellement pour la Banque mondiale, euh, toujours dans le domaine du suivi et évaluation sectorielle au niveau de l'agriculture. Et je suis marié. Donc, voici en fait, en quelques mots, ma présentation. Ok, merci pour cette présentation. C'est vraiment un parcours très intéressant et on est vraiment intéressé à comprendre davantage ce qui a été ton parcours et je m'en vais te demander de nous présenter un peu ce que tu as fait comme parcours pour arriver là où tu es actuellement. Et peut-être en commençant depuis l'enfance, ta scolarité et également ton cycle universitaire pour que ceux qui nous écoutent comprennent un peu le parcours que tu as fait et si éventuellement il y a des similarités à leur niveau et s'il y a des conseils qu'ils peuvent tirer de là, que ça puisse nous aider. Donc, quel a été ton parcours avant le niveau où tu es actuellement? Bon, en termes de parcours, j'aime toujours aller un peu loin pour monter un peu d'où je viens. Donc, je viens en fait d'Aboissou, donc qui est une ville du sud-est de la Côte d'Ivoire, à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Donc, qui est quand même un environnement semi-rural où il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Donc, il n'y a pas beaucoup d'opportunités, il n'y a pas de grands rêves que des personnes qui ont grandi soit à Abidjan ou à Yamoussoukro peuvent avoir depuis l'enfance. Donc, les écoles que j'ai faites sont en majorité au primaire ou au secondaire des écoles chrétiennes, donc qui m'ont permis un peu de forger un caractère que je peux dire un peu d'ordre en fait, qui m'ont permis de mettre un peu d'ordre dans ma vie, à pouvoir aspirer à des choses beaucoup plus grandes, puisque c'est un peu à ça que la religion forme un peu tout le monde. Donc j'ai fait en fait une école
une école primaire chrétienne et une école secondaire chrétienne. Et en fait, au secondaire, à cause du fait que j'étais major de promotion, l'école a exigé, on peut dire, hein, exigé que j'aille au lycée scientifique de Yamoussoukro. Parce que je pense que c'était un prestige pour eux chaque année d'envoyer un étudiant au lycée scientifique de Yamoussoukro. Donc, c'est comme ça que, bon, on peut dire que j'ai pas vraiment eu le choix et je me suis senti un peu forcé d'aller dans cette école-là. Mais après, j'ai compris que c'était pour mon bien, puisque au lycée scientifique de Yamoussoukro, tout le monde avait un rêve, en fait. Intégrer l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. C'était la seule issue qui était considérée comme un succès. Et quand aujourd'hui, avec du recul, je regarde un peu tout le réseau que cette école m'a permis d'avoir, je me rends compte que aller au lycée scientifique était une certaine bénédiction, puisque je n'aurais jamais pensé à intégrer cette école-là, qui est quand même l'une des meilleures écoles du Côte d'Ivoire, si je n'étais pas allé au lycée scientifique de Yamoussoukro. Donc, c'est un peu une brèche, en fait, pour dire à tous ceux qui sont dans des écoles euh, à l'intérieur du pays, qui ne connaissent pas ce genre d'école-là, de chercher à s'informer, parce que quelque part après, c'est seulement certaines écoles de l'intérieur du pays et plusieurs élèves du lycée scientifique qui ont accès à l'INP, puisque l'INP est une école qui demande une formation, une préparation depuis soit la troisième ou la seconde, parce que les notes depuis la troisième sont regardées. Les notes depuis la seconde, je pense. Donc ceux qui n'étaient pas au courant, généralement c'est en terminale, ils commencent à veiller à leurs notes et après ils sont mal partis pour la sélection. Donc c'est comme ça qu'après le bac, d'abord j'ai été major du concours d'entrée à l'ENCA, à l'École nationale supérieure des statistiques et d'économie appliquée. Et pour le niveau bac, il y a une formation de niveau bac d'agents techniques qui sont des techniciens de la statistique. Et en même temps, j'ai été reçu également en classe préparatoire commerciale à l'INPHP de Yamoussoukro. Donc, j'étais un peu mitigé, mais je pense que la passion ou le prestige de l'INPHP a pris le dessus. Et aussi le fait que ça me permettait de revenir, après les classes préparatoires, de revenir directement à l'INCA en tant qu'ingénieur statisticien économiste. Donc, normalement, si tu rentres au niveau bac à l'INCA et tu passes des concours pour aller à chaque étape supérieure, donc d'agent technique, tu vas passer un concours pour aller être adjoint technique, tu vas passer un concours pour être ingénieur des techniques statistiques, tu vas passer un autre concours pour être ingénieur statisticien économiste. Alors que en faisant les classes préparatoires, tu fais 2 années en classe préparatoire et tu passes directement le concours pour entrer en tant qu'ingénieur statisticien économique. Donc, ça te permet de gagner plusieurs années puisque les agents techniques, la formation c'est 1 année, les adjoints techniques, la formation c'est 2 années, donc ça fait 3 années déjà. Les ingénieurs techniques statistiques, la formation c'est, je pense 3 années aussi. Donc, ça te fait 6 années que tu gagnes en faisant 2 années en classe préparatoire commerciale ou en classe préparatoire technologique, qui permet de passer le concours directement d'entrée en cycle d'ingénieur statisticien économique. Donc c'est ce que j'ai fait et par la grâce de Dieu, j'ai été béni 2 fois. Donc j'ai pu avoir le concours encore et revenir à l'UNC en tant qu'ingénieur statisticien économique. Donc voici un peu mon parcours scolaire et certains conseils à ceux qui n'ont pas assez d'informations sur ce parcours-là en Côte d'Ivoire, qui est un parcours intéressant parce que ça ouvre un réseau vraiment important. Il y a des ministres, des directeurs de sociétés, des cadres de la fonction publique, des responsables influents dans le secteur privé qui ont tous fait ces 2 écoles-là et qui ouvrent, en fait, qui donnent des opportunités facilement à ceux qui sont en fait, qui ont fait les mêmes écoles et qui sont fraîchement diplômés, quoi. Ok, parfait. Très intéressant parcours. Alors, on voudrait peut-être que tu reviennes en arrière pour nous expliquer un peu plus en détail les écoles que tu as eu à faire, notamment l'INPH de Yamoussoukro. Qu'est-ce que tu as eu à faire là-bas comme spécialité? C'est vrai, il s'agit d'une classe préparatoire, mais il peut arriver que voilà, ceux qui sont peut-être en début de formation, qui sont au niveau de la classe de baccalauréat et tout, ils ne savent pas à quoi ça consiste exactement.
Et à la suite de l'INPH de Yamoussoukro, tu as eu à intégrer l'École nationale des statistiques et de l'économie appliquée, où tu dis avoir fait l'ingénierie de statistiques et de l'économie. Tu pourrais un peu expliquer en détail sur à quoi ça consiste exactement et également qu'est-ce qui t'a motivé à faire cette spécialité-là plutôt que autre chose? Qu'est-ce qui t'a orienté vers les statistiques et l'économie plutôt que d'autres spécialités? Ok. En fait, je pense que la dynamique dans laquelle tu es actuellement est quand même la chance que j'ai eue, comme je l'expliquais, c'est d'avoir fait des écoles où il y a un grand réseau, où on apprend, en fait, depuis la seconde, on apprend un peu ce que telle personne qui a fait le lycée scientifique et qui a fait telle école est devenue. Donc, on avait par exemple des personnes comme Thierry Tano, qui était en vice-président à la Banque mondiale, qu'on lisait dans des revues comme Tycoon, qui ont fait le lycée scientifique, après qui allaient faire l'INPHB, après qui allaient se former à l'international, Avad, qui a été vice-président à la Banque mondiale. On avait des personnes qui avaient fait en fait ce parcours et qui avaient fait de grandes choses. Donc on s'est dit, c'est ça en fait qui nous a intéressés à chercher ce qui s'y trouve en fait. Donc, c'est un peu ça la motivation qu'on avait. Maintenant, après avoir recherché, ça nous a attiré plus parce que euh, déjà même, en fait, pour deux grandes choses. La première chose qui m'a attiré encore plus vers... parce qu'après le bac, on avait le choix entre l'INCA et l'INPHB, qui étaient deux écoles de prestige qu'on entendait. Mais ce qui m'a attiré vers l'école d'économie et qui m'a fait revenir après les classes préparatoires à travers un concours, c'est quand même mon professeur d'économie en classe préparatoire qu'on appelait maximiseur, qui était vraiment passionné d'économie, qui expliquait l'économie comme, en fait, en utilisant des exemples simples comme la ménagère, comment est-ce que la ménagère gère son panier, comment est-ce qu'elle gère ses achats, comment est-ce qu'elle gère son foyer. Il utilisait en fait ce genre de petites analogies-là pour expliquer ce que c'est que l'économie, qui n'est rien que euh, en fait, la science de la gestion des ressources rares et limitées. Comment gérer tout ce qui est ressources rares et limitées, comme l'argent, comme les ressources naturelles, euh, comme les ressources humaines, comme euh, tout ce qu'il y a comme biens et services et tout ça. Donc, c'est en fait ça l'économie et c'est la manière dont ce professeur l'expliquait, c'est un peu ça qui nous a attiré, en fait, qui m'a attiré moi personnellement vers l'économie. Et puis, l'UNCA, euh, particulièrement, serait intéressant pour toutes les personnes qui sont intéressées parce que, en fait, ils offrent une formation de qualité qui peut se vendre à l'international. Donc, moi, c'est vraiment ça, en fait, résumé, euh, ce qui, ce qui peut intéresser quelqu'un. Parce que quand, par exemple, un étudiant, il sait qu'il y a plein d'étudiants aujourd'hui qui veulent postuler pour des écoles à l'international. Donc, quand, par exemple, tu postules pour une école comme Harvard, tu te rends compte que tous les cours qui sont demandés comme prérequis pour pouvoir accéder à certains programmes de prestige là-bas, comme le master en administration publique, par exemple, sont déjà faits à l'École nationale supérieure des statistiques et d'économie appliquée, que ce soit à Abidjan, que ce soit à Dakar, que ce soit à Douala, parce que ce sont les Français qui ont créé ce genre d'école-là en Afrique pour développer les capacités statistiques des Africains. Et si on veut revenir un peu plus sur le contenu de la formation, c'est vraiment une formation de haut niveau en économétrie et en méthode qualitative appliquée à l'économie et à la statistique. Donc, généralement, tous ceux qui vont dans cette école-là euh, reçoivent des cours assez variés dans les domaines de l'évaluation économétrique des politiques publiques, euh, tout ce qu'il y a comme machine learning, programmation. euh, ils ont également une formation en microéconomie, en macroéconomie avancée, tout ce qu'il y a comme calcul statistique, stochastique, les statistiques bayésiennes, la programmation dynamique, la théorie des risques. Donc, beaucoup de choses qui, je suis sûr, il n'y a pas peut-être plus de trois écoles en fait
en Afrique qui enseignent ce genre de choses techniques-là en termes d'analyse quantitative. Donc, ça donne vraiment la possibilité de pouvoir internationaliser ça, puisque ce sont des choses qui sont, je peux dire un peu, c'est un peu c'est ça qui fait un peu la fierté des grandes écoles européennes ou américaines, parce que c'est des calculs un peu complexes, quand on parle de calculs stochastiques, c'est des choses un peu complexes que ces écoles-là utilisent pour faire leur prestige, mais qu'un Ivoirien qui vient d'Aboisseau comme moi ou qui vient de Korogo peut apprendre en Afrique, parce que les Français ont eu ce programme de développement de capacité statistique là et ont créé des écoles qui sont des réplications en fait de leur école NSAU Paris. Donc c'est le même programme qu'ils ont répliqué en fait en Afrique. Donc voici un peu la raison pour laquelle quelqu'un serait intéressé. Le prestige et la qualité de la formation en n'oubliant pas la capacité d'exploiter cette formation-là, de se former ou bien de travailler à l'extérieur de la Côte d'Ivoire ou de l'Afrique. Ok, parfait, très intéressant. Ça fait de belles choses qu'on apprend et ça permettrait à ceux qui sont éventuellement intéressés pour aller plus loin dans ce type de formation-là de pouvoir mieux s'orienter. Mais également, est-ce qu'il fallait avoir des habiletés particulières, je dirais notamment comprendre un peu plus les mathématiques ou bien de la littérature avant de pouvoir intégrer ces grandes écoles? Est-ce qu'il faut être plutôt mathématicien ou littéraire pour pouvoir faire des études en statistique ou en économie au sein de ces écoles, on va dire, sous-régionales là? Bon, en ce qui concerne l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro, comme je l'expliquais, c'est vraiment de préparer son entrée depuis la seconde. Donc les notes depuis la seconde sont regardées. En tout cas, en mon temps, c'était comme ça. Je pense que ça a un peu changé maintenant. Mais ça doit rester comme ça. Et en plus de ça, il y a un concours d'entrée en fait. Donc, à notre temps, c'était juste un oral où après avoir été sélectionné, on partait faire un oral où on vous posait des questions sur l'actualité parce qu'ils veulent des personnes qui, qui savent s'exprimer, euh, qui, qui sont confortables avec tout ce qu'il y a comme actualité. Donc, il y avait l'oral. Je pense que maintenant, il y a l'écrit qui est ajouté. Donc, généralement, il va falloir faire peut-être un peu de recherche pour savoir un peu quel est le contenu de ce concours écrit là. En mon temps, j'avais pas ça, donc j'ai pas trop d'informations dessus. Mais je pense que la base vraiment, c'est de pouvoir contrôler ses notes, avoir de bonnes notes depuis la seconde. Et puis au bac également, généralement, quand moi je passais le concours, avoir une mention bien te permettait d'entrer à 90% à l'NPHB en fait. Sans, c'est-à-dire peut-être si la personne, sans peut-être que la personne aille faire paniquer peut-être à l'entretien, généralement c'était déjà un acquis pour une personne qui avait la mention bien au bac. Donc c'est vraiment la préparation de base pour entrer à l'INPHB. Maintenant, à l'École nationale supérieure des statistiques et d'économie appliquée, pour ceux qui sont par exemple en terminale, ils ont le concours d'entrée niveau terminal, comme je l'ai expliqué. Donc c'est un concours où je pense qu'il y a une épreuve en français et il y a une épreuve en mathématiques. Donc une épreuve en mathématiques, une épreuve en probabilité, je pense. Donc je pense deux épreuves mathématiques, une épreuve en français. Et euh, là, il n'y avait pas, je ne me rappelle pas trop qu'il y avait une question d'analyse de dossier. Je pense qu'il fallait écrire une lettre de motivation, des choses comme ça, présenter sa candidature et après payer et passer le concours. Donc, euh, pour ceux qui choisissent ce chemin-là, pour monter jusqu'au niveau des ingénieurs statisticiens économistes, parce que c'est la chaîne statistique en fait, dans soit la fonction publique ou dans le secteur privé. Vous avez les agents techniques, après vous avez les adjoints techniques, après vous avez les ingénieurs des techniques statistiques, après vous avez les ingénieurs statisticiens économistes. Donc pour pouvoir grimper la chaîne, euh, en fait, chaque classe a vraiment son importance et a une expertise très pointue. Parce que moi-même, j'ai fait un peu la formation d'agent technique et c'est très pointu en tout ce qu'il y a comme pour être un vrai technicien de la statistique. Donc, c'est pas vraiment que les premiers niveaux sont faibles par rapport aux autres niveaux. Chacun a sa spécificité. Donc,
pour pouvoir passer d'agent technique à adjoint technique, il y a un concours, d'adjoint technique à ingénieur technique statistique, il y a un concours. Et d'ingénieur technique statistique à ingénieur statisticien économie, c'est également un concours. Le concours que j'ai passé quand j'étais en prépa. Et ce concours-là, c'est également des épreuves en français, des épreuves en... Parce que moi, j'ai fait l'option économie. Donc, pour ceux qui font l'option économique, il y a des épreuves en économie. Il y a une dissertation économique qu'il faut faire sur un sujet économique choisi, qui sera présenté en fait, qui sera proposé à tous les candidats. Il y a également une épreuve en mathématiques et une épreuve en probabilité, je pense. Donc, français, probabilité, mathématiques et économie. Donc, le secret, c'est vraiment de faire. Moi, par exemple, dans les vacances, avant le concours, j'avais refait toutes les épreuves depuis, je pense, 1975, un truc comme ça. Parce que ce sont des épreuves qui sont disponibles sur le site internet de l'UNCA. Donc, tout le monde peut de l'UNCA, je pense, ou de CAPESA, CAPESA, qui est en fait le centre d'appui aux capacités statistiques en Afrique, un truc comme ça. Et c'est ce centre-là qui a créé les écoles statistiques. Donc, c'est eux, depuis la France, qui organisent les concours et qui les envoient en Afrique. Et les épreuves retournent en France pour être corrigées. Donc, c'est vraiment un concours. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire qu'en Afrique, il y a des concours un peu où il faut faire certaines choses pour pouvoir les avoir. Mais ça, c'est un concours que tout le monde sait vraiment que si tu mets toutes tes chances de ton côté, il n'y a pas d'autres variables en fait. C'est vraiment l'excellence qui permet d'intégrer ces écoles-là parce que les épreuves ne sont même pas corrigées en Afrique. Tout à fait, très intéressant. Alors, Michel, je voudrais qu'on revienne quand même sur cette école-là qui est assez particulière, je dirais. À ce que je sache, il y a une école semblable aussi à Dakar qu'on appelle ENSAE. Et à Abidjan, ça s'appelle ENCA. Et je pense qu'il y en a aussi une représentation où on dira une école pareille au niveau de Yaoundé qui s'appelle ICA. Alors, Oui. y a-t-il un point commun à ces écoles-là? Je pense qu'il y a la représentation aussi en France. Il y a une école de statistique aussi auquel toutes ces écoles-là sont un peu rattachées. Et c'est des écoles d'excellence de la sous-région où j'ai eu à constater que de notre promotion, il y a certains, par exemple, de l'université où j'étais, qui ont fait, comme tu l'as dit tantôt, la classe préparatoire. Et après, certains ont été orientés vers Abidjan, d'autres aussi ont été orientés vers Yaoundé et d'autres aussi sur Dakar. Mais bon, de Dakar aussi, il y a certains qui sont envoyés souvent à Abidjan, tout comme à Yamoussoukro. Alors, comment est-ce que ce système-là est organisé? Tu as des informations là-dessus pour mieux nous faire comprendre ce système-là et également motiver les plus jeunes qui sont intéressés à faire des grandes écoles d'excellence de cette catégorie-là, voilà, de vraiment se préparer que c'est des opportunités qui sont là à partir du moment où tu passes par ces écoles-là. C'est vraiment la qualité de formation, c'est également, comme tu l'as dit, un réseau, en tout cas très, très, très élargi et de haut niveau qui pourra te faciliter l'insertion professionnelle par la suite. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire en fait sur l'ensemble de ces écoles-là pour, pour, pour inciter ceux qui sont, voilà, peut-être du Burkina, peut-être aussi de Dakar, mais qui ne connaissent pas Abidjan nécessairement, ou bien qui ne connaissent pas Dakar nécessairement ou Yaoundé, mais qui sont intéressés quand même sur le parcours dans ces écoles-là. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire et comment est-ce qu'on parvient à intégrer ces écoles? Ok, donc à la base, c'est un concours africain. Pour répondre à la première question, pourquoi est-ce que d'autres vont à Yaoundé, Dakar ou Abidjan? C'est un concours africain qui est organisé, et c'est la même épreuve pour tous les pays. Donc, je pense près de 20 pays ou 25 pays africains qui passent le concours. Et ceux qui sont retenus sont affectés dans les écoles. Donc, je, à ce que je sache, si ma mémoire est bonne, sont affectés dans des écoles, soit à Dakar, pour
pour l'NSAE, comme tu as dit, NSAE Dakar ou ICA Douala ou les NCA d'Abidjan. Donc le concours africain, c'est la même épreuve que tous les pays africains passent, donc plusieurs milliers de personnes. Et par école, surtout pour le niveau ingénieur statisticien économiste, environ 40 personnes sont retenues par école. Je pense autour de 20 dans l'option économie et 20 également autour par là dans l'option mathématique. Donc l'option économique, c'est ceux qui ont fait des filières en économie. Donc ceux qui ont fait soit une maîtrise en économie ou un DE en économie ou un doctorat en économie. Je pense que c'est à partir de là qu'ils sont autorisés à passer le concours option économie, qui est également passé par ceux qui sont en classe préparatoire commerciale. Parce que c'est ouvert aux classes préparatoires commerciales, à l'INPHB. Et également, je pense, ceux qui sont en licence ou en maîtrise, je pense, de mathématiques, qui sont autorisés également à passer le concours option mathématiques. Donc, chaque année, le concours est lancé. Il faut juste chercher l'information, soit de l'intérieur, avoir quelqu'un qui est là-bas, ou bien moi-même peut-être me contacter. Je pense à la fin, je vais donner mes références. Parce que chaque fois que le concours est lancé dans le réseau, on est informé. Donc, après ça, aller déposer ses dossiers, généralement, donc, peut-être l'extrait de naissance, les choses comme ça, une lettre peut-être de motivation. Et à partir de là, payer des frais de concours et être convoqué le jour du concours. Et donc, le système, en fait, a été créé, comme j'ai dit, par le CAPESA. Je pense que le centre d'appui aux capacités statistiques en Afrique. Pour résumer, je ne me rappelle pas trop mais on peut aller sur le site capesa.fr et lire beaucoup plus sur ce centre d'appui-là. Donc, c'est un centre d'appui par le gouvernement français qui a créé ces écoles-là en Afrique pour développer les capacités statistiques en Afrique. Parce qu'avec les relations entre l'Afrique et l'Occident, il y a beaucoup de leurs intérêts qui sont en Afrique et ils ont besoin quand même, en fait, ça leur, ils ont un certain avantage à avoir des personnes compétentes qui sont dans ces pays-là pour gérer tout ce qu'il y a comme politique publique ou euh, capacité statistique ou recueil de données, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les institutions comme la Banque africaine, la Banque mondiale. Donc, ces institutions également financent ces écoles-là par des dons et par des formations. Récemment, la Banque mondiale a fait une formation à l'INPHB, par exemple, pour le Big Data, qui sont en train d'aider les étudiants en Big Data, par exemple, de l'INPHB. Donc, tout ce qu'il y a comme données, les institutions sont vraiment intéressées. Donc, il ne faut pas oublier que les institutions également aident ces écoles-là. Mais pour revenir au CAPESA, c'est eux qui ont créé ces 3 écoles-là en Afrique. Et c'est exactement une réplication, donc une reproduction du programme d'ENSAE Paris, qui est en fait, si je dois dire, la maison mère ou le siège de ces écoles-là. Euh, donc ces écoles-là sont un peu des filiales d'ENSAE Paris. Donc ils ont le même programme, que ce soit à tous les niveaux de formation de la chaîne statistique et en particulier au niveau des ingénieurs statisticiens économistes. C'est la même formation, c'est les mêmes matières, c'est le même programme qui est reproduit dans ces écoles-là. Donc c'est un peu ça en fait l'organisation et la création de ces écoles-là et également le mode de fonctionnement à partir des dons et des appuis également des gouvernements. Ok, parfait. Merci beaucoup pour tout ce détail. Alors, on va un peu avancer cette fois-ci pour aborder maintenant la vie professionnelle. Quel a été ton premier boulot? Est-ce que tu as eu ton premier boulot pendant ton cycle universitaire ou bien c'est à la fin de ta formation que tu as abordé le monde du travail? Et comment ça a été ce premier contact-là avec le monde professionnel? Ok, bon, moi j'ai quand même l'habitude de dire que j'ai été formé euh, en association parce que j'étais rédacteur en chef du journal étudiant. Donc ça a été ma première expérience professionnelle, je peux le dire. Donc je profite de ça pour vraiment encourager tous les étudiants à s'intéresser à la vie associative parce que en étant rédacteur en chef du journal étudiant, je
je faisais tout ce qui se fait en entreprise. Je faisais de la gestion des ressources humaines. Donc j'avais un staff, un core staff, c'est-à-dire un staff principal d'environ 5 personnes. Et j'avais également des représentants dans toutes les classes pour m'aider à faire de la promotion. Donc environ 10 à 15 personnes, je pense. Et j'avais également des rédacteurs au niveau de l'école. Donc tous les étudiants pouvaient écrire. Donc je gérais toutes ces personnes-là. J'étais chargé de voir des personnes pour leur demander d'écrire des articles. Donc je faisais toute cette gestion des ressources humaines-là. Je faisais du marketing qui se fait également en entreprise parce que je devais faire des dépêches sur Photoshop avec des articles, de belles images pour faire un peu du marketing chaque semaine jusqu'à ce que le journal sorte. Parce que le journal sort, il y a une revue qui sort chaque mois. Mais avant la revue, chaque semaine, je fais des petites dépêches pour faire un peu de marketing, confirmer la présence du journal jusqu'à ce que la revue sorte et que des personnes achètent parce qu'elles ont été entretenues chaque semaine. Et également, la revue permettait d'entretenir chaque mois pour pouvoir faire une grosse vente également lorsque le journal même sort, parce que le journal sort chaque trimestre. Donc, je faisais du marketing, je faisais de la comptabilité parce qu'il fallait gérer les recettes pour pouvoir euh, payer soit ceux qui faisaient l'impression, euh, euh, payer du papier, tout ce qu'il y a comme charge de fonctionnement, il fallait faire cette gestion. Donc je faisais ça. J'avais un directeur marketing, un secrétaire général, euh, euh, un directeur comptable, une trésorière. Donc toutes ces choses-là pour expliquer en fait comment est-ce que depuis l'école même j'étais déjà euh, formé en fait au monde de l'entreprise sans avoir travaillé dans une entreprise. Donc c'est vraiment ça l'importance de c'est vraiment ça l'importance de la vie associative en fait. Et si on doit mettre peut-être de côté cette vie associative et parler purement d'entreprise hors académique, je pense que ma première opportunité, je l'ai eue avant de finir l'école en fait. Parce que comme je le disais, l'INSA c'est vraiment une école de prestige en Côte d'Ivoire et les opportunités sont vraiment nombreuses pour ceux qui font cette école-là. Donc bien avant même de finir ma troisième année, j'étais en spécialisation j'ai choisi comme spécialisation finance actuariat, qui m'aide aujourd'hui, comme je le disais là, pour les calculs et tout ce qu'il y a comme ou opportunités des projets dans le suivi et évaluation. Donc après cette spécialisation-là, mon premier boulot c'était à la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire. Euh, c'est en fait là que j'ai eu mon premier boulot, bien avant même de finir l'école. Ok, très, très intéressant. Alors, étant donné que tu es passé par une école d'excellence et étant donné aussi le parcours très brillant que tu viens de nous exposer là, c'est sûr que à la sortie, comme tu l'as dit, le contact avec le monde professionnel a été vraiment plus facile. Alors, actuellement, on constate qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sortent de la plupart des écoles, peut-être pas aussi renommées que l'école d'où tu es sorti. Et tous ces étudiants-là se retrouvent dans le monde du travail, certains cherchant des stages, d'autres aussi cherchant leur premier boulot. Et beaucoup disent que c'est pas facile, c'est difficile à décrocher rien que un stage. Alors, quel est ton conseil pour ceux qui sont toujours à l'école? Qu'est-ce que tu les recommanderais pour que ce contact avec le monde professionnel là soit plus facile? Est-ce qu'il faut maximiser sur la qualité, on va dire, sur les notes pour qu'à la sortie, voilà, à travers ces notes-là, on puisse se faire plus remarquer ou bien à travers la vie associative ou bien à travers les relations. Qu'est-ce que tu as comme conseil pour ceux qui sont toujours voilà, au niveau de leur étude et qui vont bientôt affronter le monde du travail? Ok, je pense qu'il y a quand même un point que j'ai souhaité qui va me permettre d'introduire ma réponse à cette question-là. Avant de travailler à la Banque Atlantique, j'ai fait mon stage de formation à la Direction générale des impôts en Côte d'Ivoire.
Donc, j'ai travaillé sur la modélisation, la prévision de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux en Côte d'Ivoire. Donc, c'était juste vraiment créer un modèle économétrique qui permet de prédire en fait les recettes de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux en Côte d'Ivoire chaque année. Donc, j'ai prédit sur les 5 prochaines années. Donc, là, on est en 2012 et j'ai fait la prédiction jusqu'en 2017. Et pour la petite anecdote, je suis parti, quand je suis revenu de Tunis pour le travail, je pense qu'on va revenir dessus, je suis allé regarder les recettes de la Direction générale des impôts et avec une marge de moins de 2% d'erreur, euh, euh, ça, ça correspondait en fait aux prévisions du modèle. Donc juste pour dire un peu la puissance de tout ce qu'il y a comme outil quantitatif dans la gestion des politiques publiques ou dans la gestion des finances publiques. Et je suis toujours dans une dynamique de promotion de mon école parce que je veux que beaucoup d'étudiants puissent accéder à cette école-là. C'est pas forcément pour dire que pour dénigrer les autres écoles, mais c'est vraiment dans une dynamique de dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant de ces opportunités-là. Donc il faut leur montrer les aspects positifs pour qu'ils puissent s'intéresser à ces écoles-là et tenter leur chance. On va forcément revenir, comme tu l'as dit là, sur les difficultés. Mais par exemple, pour cette école-là, déjà même à la fin de la formation, euh, c'est l'école qui vous trouve les stages. Donc vous ne cherchez pas de stage. J'avais eu une offre de stage de la BCAO au Niger. Moi, je ne suis pas parti pour des raisons personnelles. Et j'ai finalement accepté de l'offre de stage en fait de la Direction générale des impôts. Et pour parler de manière générale, il y a des difficultés. Et quand on finit l'école, il y a toujours des difficultés. Moi, le conseil que je peux donner, comme j'ai dit, c'est vraiment de participer à la vie associative parce que les entreprises, généralement, recherchent des personnes qui ont une expérience quelconque, que ce soit une expérience à l'église, que ce soit une expérience à la mosquée, que ce soit une expérience dans une association de quartier, que ce soit une expérience dans une association d'école. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui sait faire quelque chose, qui peut leur apporter quelque chose, en plus d'être là en train d'apprendre, mais qui puisse apporter quelque chose. Donc c'est vraiment de travailler sur ça alors qu'on est à l'école. Parce que généralement, l'erreur qu'on commet, c'est de dire qu'on veut être les meilleurs. Donc on plonge la tête dans les cahiers, dans les livres, et après on ne sait même pas ce qui se passe dans le monde professionnel. Donc pour un peu dire il y a également des faiblesses au niveau de ces écoles, comme toute école, on n'enseigne pas euh, l'entretien d'embauche, on n'enseigne pas euh, tout ça là à l'école. Donc la vie professionnelle, c'est à la vie associative, tu peux apprendre la vie professionnelle. Mais les entretiens d'embauche, par exemple, c'est quelque chose que moi, j'avais jamais fait. Bon, après, nous, quand on est parti, on est revenu pour faire des simulations d'entretien d'embauche, tout ça, parce que ça nous avait créé des problèmes. Par exemple, à la Banque Atlantique, quand je suis parti, au premier entretien, on m'a demandé de présenter vous, j'ai dit, je me nomme Akatano Michel. Donc là, même déjà, c'était déjà un échec parce que à l'entretien, tu ne dis pas ça. Donc déjà, même à la première question, j'étais déjà éliminé, en fait. Et quand je suis parti, que j'ai pas été retenu, j'ai parlé avec des personnes, j'ai essayé de lire un peu, présentez-vous. C'est là que j'ai commencé à voir, non, qu'il faut dire ce que tu as fait, qu'il faut donner tes compétences, tout ça. Et je me suis rendu compte que c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. C'est vrai qu'on avait travaillé sur l'excellence, on avait travaillé sur les notes, mais c'est des choses qu'il faut aussi regarder, qu'il faut trouver du temps pour regarder, pour ne pas être en déphasage en fait avec le monde professionnel. Donc, il faut aussi du courage, en fait. Il faut être insistant. Parce que moi, quand j'ai raté cet entretien-là, je suis retourné à la Banque Atlantique, je suis allé m'asseoir à la direction des ressources humaines, du matin jusqu'au soir. J'ai dit que je suis intéressé par travailler dans cette banque-là et que je me suis dit que j'avais fait une erreur, c'est parce que je ne savais pas, mais que je n'allais pas laisser cette opportunité-là passer comme ça parce que je me suis dit qu'ils avaient besoin de moi. Mais c'est moi peut-être qui ne me suis pas bien présenté, mais quand ils ont vu mon CV, ils avaient besoin de moi. Donc je suis retourné dans cette banque-là, je suis allé m'asseoir à la direction des ressources humaines du matin jusqu'au soir. Et le soir, finalement, le directeur des ressources humaines a accepté de me recevoir. Je lui ai parlé de mon intérêt pour la banque, de ce que ça représentait pour moi, à cause de la spécialité que j'ai faite, tout ça. Et finalement, il m'a fait une offre. Le même jour, il m'a fait une offre. Donc, c'est vraiment dire que les entreprises ont beaucoup de besoins, ils ont besoin de personnes.
Mais il faut vraiment avoir de l'audace, il ne faut pas hésiter à postuler. J'ai postulé pour un poste de directeur au PNUD quand je finissais l'école. Quand je suis allé déposer le CV, parce que c'était dépôt physique, tous ceux qui me voyaient là-bas riaient, quoi. Parce qu'ils se disaient que, quand même, c'est quelqu'un qui n'est pas conscient, quoi. Parce que, généralement, c'est des positions où il faut avoir 15 années d'expérience, 20 années d'expérience, il faut avoir un réseau fort, tout ça. Mais pour dire un peu l'audace que j'avais, la volonté que j'avais, la haine que j'avais, je l'ai postulé pour cette position-là. Donc, ça explique un peu, en fait, c'est un indicateur pour dire un peu que si je postule pour un poste de directeur des ressources humaines au PNUD, c'est que j'ai postulé pour plus de 500 000 postes communs dans toutes les institutions, que ce soit au secteur privé comme en institution internationale. Donc, vraiment, pour récapituler, il faut se former à la vie professionnelle en étant à l'école, à travers la vie associative. Et lorsqu'on sort de l'école, avant de sortir de l'école, il ne faut pas se plonger seulement dans les notes. Il faut se former également à la vie professionnelle en termes d'entretien d'embauche, en termes de relations avec ses collègues, tout ça. Il faut lire beaucoup dessus, il faut écouter des podcasts comme ce qu'on est en train de faire maintenant. Il faut aller à des formations. Comme en Côte d'Ivoire, par exemple, on a Vincent Cadio qui fait des formations. Toutes ces choses-là, ce sont des choses que nous, on n'avait pas. Mais je pense que maintenant, c'est vraiment des choses qui sont développées. Il faut profiter de ça. Ça ne coûte pas cher. Ce n'est pas des formations de 5 000 francs CFA, 2 000 francs CFA, juste une recharge téléphonique. On peut mettre ça de côté et puis avoir accès à ce genre de compétences qui n'ont pas de valeur, en tout cas, dans le monde professionnel. Wow, super. En tout cas, c'est vraiment audacieux, je dirais, très ambitieux de postuler à des postes de directeur au niveau d'institutions internationales comme le PNUD. En tout cas, étant toujours étudiant, mais je comprends effectivement. Il y a cet aspect-là. Je ne sais pas si ça a été le cas aussi pour toi, mais pour ma propre expérience, quand j'ai fini ma formation, j'étais à la recherche d'emploi. Très tôt, voilà, je me suis servi de l'Internet et j'ai compris qu'il y avait beaucoup d'institutions qui faisaient leurs publications de postes sur leur site web où j'allais quotidiennement regarder et s'il y avait des postes en informatique qui intéressaient mon profil. En tout cas, j'hésitais pas à postuler. Et effectivement, comme tu le dis, il y a des postes, souvent tu vois les grades, tu vas voir PL4, PL3 ou PL5. Et souvent aussi, je pense au niveau de la Banque mondiale, c'est des postes où c'est plutôt quoi les grades là-bas? C'est LP ou bien c'est L? Je me rappelle pas très bien. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai postulé à des postes aussi où après, je me suis rendu compte que, au fait, c'est des niveaux de seniors, c'est des niveaux de personnes qui ont vraiment des âges avancés dans le domaine professionnel. Et, et comme tu l'as dit, avec le temps, bon, tu finis par comprendre que voilà, c'était pas de ton niveau et tu descends à ton niveau et tu vas voir que de fil en aiguille, les choses commencent à s'améliorer. Même si tu n'es pas retenu dans l'immédiat dans tes candidatures, souvent tu es appelé, tu es au moins interviewé et tout, et cela encourage beaucoup. Donc, si tu n'as pas d'autres choses à ajouter à cela, je m'en vais continuer dans mes questionnements. Alors, peut-être tu l'as déjà un peu abordé, notamment, j'allais parler des difficultés que tu as rencontrées dans tes premiers pas dans le domaine professionnel. Mais est-ce y a-t-il des difficultés particulières sur lesquelles tu voudrais qu'on revienne là-dessus? Peut-être pas au niveau des stages, mais à partir du moment où tu t'es rendu compte que voilà, tu avais assez d'expérience de travail dans des entreprises et que tu aspirais maintenant à avoir un boulot, un bon contrat de travailleur dans le domaine professionnel. Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières et tu as aussi des solutionnements que tu voudrais présenter à notre audience? Bon, je pense que une fois qu'on a accès au milieu professionnel, le premier objectif que tous ceux qui rentrent dans le monde professionnel ont, c'est d'avancer vite. C'est d'avancer vite, c'est d'avoir des promotions. Euh, c'est c'est un peu ça en fait l'objectif de tous ceux qui arrivent à finalement s'intégrer dans le monde professionnel, finalement avoir un boulot et finalement
commencer à travailler, commencer à faire les premiers résultats et tout ça. Donc, moi, généralement, le conseil que je donne pour pouvoir avancer, c'est de vraiment faire deux grandes choses. La première des choses, c'est d'être satisfait de ce qu'on a. C'est-à-dire que quand on recrute, par exemple, une personne pour un poste de premier niveau, on va dire, en institution dans le secteur privé, et que cette personne aspire à aller dans le deuxième niveau, il faut d'abord être satisfait par le premier niveau. Il faut se dire que c'est au premier niveau que j'ai été recruté. Tant que je n'aurai pas fait le travail du premier niveau complètement, tant que je n'ai pas maîtrisé ce travail-là complètement, je ne m'autorise pas à aller dans le deuxième niveau. Sinon, après, c'est vrai qu'il y a des moyens, il y a peut-être le réseautage, il y a, il y a les relations qui peuvent permettre d'avancer rapidement. Mais après, certaines fois, dans la majorité des cas, il y a une chute en fait qui suit cette avancée rapide là. Donc, généralement, c'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite que l'avancée soit constante et que une fois que l'on avance, qu'on ne revienne jamais dans le niveau précédent. Donc vraiment, la première des choses, c'est d'être satisfait du boulot qu'on a eu, de bien comprendre les objectifs de ce boulot-là et de le faire correctement, complètement, de le maîtriser complètement. Généralement, les gens ont l'habitude de dire que quand ton boss commence à t'envoyer à ses réunions, pour faire les réunions pour lui, il faut savoir que tu as déjà fini avec le niveau, il faut chercher maintenant à avancer. Donc, c'est vraiment ça un indicateur du fait que tu as accepté ton travail, tu l'as fait correctement, tu l'as maîtrisé et maintenant tu es prêt à aller au prochain niveau. La deuxième des choses que j'aimerais dire après avoir maîtrisé son boulot, la deuxième des choses, je pense, c'est de vraiment, bon, je ne veux pas dire après parce que c'est concomitant, c'est en même temps. Il faut prendre note de tous ces accomplissements. Quand il faut avoir un livre, il faut avoir un cahier où chaque matin quand tu viens, tu as des objectifs et quand tu as fait l'objectif, tu écris. Ça te permet après de pouvoir mieux te vendre. Donc de pouvoir, par exemple, il y a, il y a des institutions qui sont assez rigides, soit à la promotion. Donc il ne faut pas forcer la main de cette institution-là quand tu sens que tu es prêt à avancer. Généralement, il y a des possibilités ailleurs, mais pour pouvoir prendre ces opportunités ailleurs, là, il faut avoir des arguments solides. Donc, sans avoir pris note chaque jour, parce que généralement, quand l'on intègre le milieu professionnel, il y a de grandes réalisations que l'on fait. Mais sans avoir pris note, on oublie. Un jour, il y a eu peut-être un gros problème où il y a une grosse réunion qui mettait peut-être 500 millions de dollars en jeu et cette réunion a failli être annulée et peut-être tu as fait quelque chose par tes relations et la réunion a eu lieu. On était parti par exemple pour une mission d'évaluation au Maroc et la réunion a failli ne pas avoir lieu. Donc c'était en Djibouti, mais j'avais Djibouti ou Maroc, j'avais un ami qui était très connecté à la fonction publique là-bas, qui nous a aidé rapidement à pouvoir avoir les contacts et à pouvoir faire la réunion alors que les gens, à cause de certaines circonstances nationales, avaient décidé de bafouer la réunion, la mission. Alors que la mission, on avait déjà payé les billets d'avion, on avait déjà payé les chambres d'hôtel, on avait déjà investi beaucoup d'argent. Donc ça allait être de l'argent perdu. Que par exemple, moi, à travers mon réseau, donc, je parlais de ce réseau-là avant qu'il y ait un réseau africain, j'ai permis de décanter. Donc, ça, c'est une chose, par exemple, que si je n'avais pas noté aujourd'hui, j'aurais oublié. Donc, c'est vraiment qu'il faut noter tout. Parce qu'il y a des choses qu'on fait, qu'on se dit, c'est pas peut-être de grosses réalisations, mais normalement, il y a des entretiens de compétences où on demande quelle a été la situation où tu as fait telle chose. Donc, si tu ne notes pas, tu ne sais pas vraiment ce que tu as fait dans le passé qui te permet de pouvoir dire que tu es capable de faire telle chose qu'un poste demande. Donc, voici vraiment les deux grandes choses que généralement je donne comme conseil à ceux qui veulent avancer dans le monde professionnel. C'est de vraiment être satisfait de ce qu'on a maintenant, de pouvoir réaliser pleinement, de pouvoir le maîtriser pleinement. Et quand on est prêt à partir, ou bien quand on est prêt à aller au milieu, au point supérieur, il faut s'assurer qu'on a noté tout ce qu'on a fait, il faut qu'on s'assure qu'on a souligné tous ces grands accomplissements et qu'on est prêt à les défendre en fait lors d'un entretien professionnel. Ok, merci beaucoup pour ces conseils. C'est vraiment très intéressant. Alors, pour poursuivre, je m'en vais te demander
de nous expliquer davantage la suite de ton parcours professionnel. Alors, tu nous as expliqué déjà que dans un premier temps, tu as intégré, je pense, déjà une société d'État et par la suite, tu as également intégré la Banque Atlantique. Et quelle a été la suite de ce parcours-là? Pourrais-tu revenir là-dessus, nous détailler un peu les différentes entreprises auprès desquelles tu as eu à travailler pendant un moment avant d'arriver là où tu es actuellement? Bon, donc, bon, comme tu l'as dit, j'ai fait mon stage académique. Bon, après la vie associative, j'ai fait mon stage académique à la Direction générale des impôts en Côte d'Ivoire. C'était à la sous-direction des activités pétrolières. Et après ça, j'ai intégré la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire. Après la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire, je suis allé à Move Côte d'Ivoire. Donc j'ai fait Move Côte d'Ivoire où j'étais en fait chargé de rétention client. Donc en fait, Move Côte d'Ivoire a des chargés de rétention client qui sont des personnes avec de fortes compétences statistiques ou quantitatives qui sont chargés d'étudier en fait le comportement client et de pouvoir détecter à travers des techniques de scoring quels sont les clients qui sont proches de la sortie. Donc quels sont les clients qui sont au point de décision où ils sont sur le point de quitter le réseau en fait pour un autre réseau. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont possibles d'être étudiées en statistique, par exemple, à travers peut-être l'historique de ceux qui ont quitté le réseau. On peut se dire, bon, quelqu'un qui va quitter le réseau, peut-être qu'il commence à consommer 50% moins de ce qu'il consommait d'habitude. Donc ça, ce sont des informations, par exemple, qu'un modèle statistique peut donner. Donc on détecte rapidement ceux qui sont en train de quitter le réseau et on leur fait des offres promotionnelles. Donc certaines fois, un client peut être là et recevoir, par exemple, un SMS qui dit vous avez 200% de réduction. Quand il demande à son voisin dit qu'il n'a pas reçu cet SMS-là. C'est-à-dire que c'est un SMS targeté parce que lui, par exemple, il est en train de quitter le réseau. Bon, ce sont des choses qui relèvent un peu du secret professionnel, donc je ne peux pas aller trop dans le détail, mais toutes les compagnies de télécommunications le font. C'est comme on peut dire un secret polichinelle parce que même les compagnies européennes, que ce soit les banques, que ce soit les compagnies d'internet aux États-Unis, partout ils le font. Donc ils étudient le comportement client, ils savent quels sont ceux qui sont sur le point de partir et ils leur font des offres pour leur inciter en fait, les inciter à rester. Donc après mon Côte d'Ivoire en tant que chargé de rétention client, qui est un poste beaucoup quantitatif, j'ai intégré la Banque africaine de développement, euh, d'abord au département de la gestion financière, parce que j'étais toujours suivi par ma spécialisation en finance actuariat. Donc j'étais au département de la gestion financière avant d'aller aux opérations en Afrique du Nord, où j'ai travaillé au bureau des études en fait de la gestion économique de l'Algérie sous la coupole de de l'économie lead economist, donc de l'économiste tu peux dire en chef de l'Algérie. Mais j'ai travaillé en fait dans ce département-là. Donc en fait dans la gestion financière j'ai travaillé sur, euh, sur la réplication en interne du modèle de notation financière de Moody's. Donc en fait, c'était toujours du scoring, comme un peu ce que je faisais avec Move. C'est-à-dire que on note en fait la capacité financière ou la santé financière des institutions. Donc, c'était en fait créer un modèle qui permet de noter la capacité financière ou bien la situation financière de la Banque africaine de développement. Donc, après ça, j'ai travaillé aux opérations euh, en Afrique du Nord sur la stratégie d'intégration régionale en Afrique du Nord, qui est une problématique un peu euh, cruciale en fait en Afrique du Nord, puisque malgré le fait qu'ils ont la même langue, malgré le fait euh, qu'ils ont les mêmes attributs, les mêmes caractéristiques culturelles, tout ça, l'intégration régionale est très difficile là-bas. Donc c'était un gros challenge que de parvenir à une compréhension commune de la notion d'intégration et des chemins qu'on peut suivre pour pouvoir améliorer le commerce intra-Afrique du Nord et tout ça.
C'est vraiment une expérience intéressante, mais j'ai comme l'habitude de dire que toutes ces expériences-là m'ont préparé en fait à ma spécialisation actuelle, puisque pour pouvoir faire du suivi, évaluation, il faut d'abord comprendre la préparation du projet, il faut comprendre le financement du projet, il faut comprendre la structuration du projet. Donc, ces expériences-là m'ont permis de comprendre tout ce qu'il y a comme vraiment une gestion financière des projets de développement et tout ce qu'il y a comme conception des projets, puisque c'était vraiment une conception d'une stratégie d'intégration régionale. Donc, il fallait penser à des projets, il fallait penser à la conception de projets d'intégration régionale et tout ça. Donc, ça a vraiment été une préparation à maintenant rentrer au département d'évaluation où lorsque je l'ai intégré à la Banque africaine de développement, j'étais préparé maintenant à aller sur des sites de projets, à évaluer ces projets-là, parce que je comprenais le financement de ces projets-là, ayant travaillé à la gestion financière, et je comprenais le design, donc la conception de ces projets-là, ayant travaillé dans les opérations en fait en Afrique du Nord. Donc voici un peu mon parcours professionnel euh, après les premières entreprises que j'avais citées auparavant. Ok, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est vraiment très intéressant. Nous sommes au terme de cette première partie de notre échange avec Michel. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en notant de 5 étoiles l'épisode sur votre application de podcast ou en likant le post sur les pages Facebook, LinkedIn ou la chaîne YouTube. Juste à titre de rappel pour ceux qui ne le savent pas encore, vous avez la possibilité de disposer de l'ensemble de nos épisodes sur votre téléphone afin de l'écouter à vos temps libres. Cette version téléchargeable est à taille réduite et ne vous consommera pas tous vos mégas Internet. Si certaines choses ne vous ont pas plu non plus dans cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir également. Dans la suite de notre échange avec Michel, il nous parlera de comment il a procédé pour intégrer les institutions internationales auprès desquelles il a eu à travailler. Sur ce, merci pour votre écoute et à très bientôt. Bye.